Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur le dernier livre que viennent de publier les éditions du Trident, un livre intitulé... Avec une préface de Georges Lannes. Nous y viendrons. Un livre intitulé « Le péril socialiste », dont l'auteur n'est autre que Vilfredo Pareto, ce grand économiste dont la pensée a été, selon François Guillaume et moi-même, totalement pervertie par un certain nombre d'économistes dans le monde entier. Oui, parce qu'on invoque toujours l'optimum de Pareto pour rationaliser les pillages étatiques. Alors quand on lit Pareto, et notamment ce livre qui fait d'articles choisis à cette fin, on se rend compte à quel point Pareto, en fait, était partisan du laisser-faire. Exact. Du laisser-faire capitaliste, comme le confirme d'ailleurs Rothbard dans son histoire de la pensée économique. Alors, précisons, Vilfredo Pareto, grand économiste, a vécu de 1848 à 1923. Et non seulement il était hostile à l'intervention de l'État, mais il se désespérait de voir la montée de l'étatisme au tournant du siècle. Nous allons y venir. Alors oui, comme François Guillaume vient de le dire, ce livre est un recueil d'articles qui ont été écrits dans différents supports entre 1887 et 1901. Mais un des points communs de tous ces articles, vus rétrospectivement, c'est leur actualité. Ces articles pourraient être écrits aujourd'hui par n'importe quel économiste libéral. C'est la raison pour laquelle nous avons structuré cette émission en 3 temps. Le premier temps va consister à faire apparaître justement l'actualité de la pensée de Vilfredo Pareto qui ressort des articles qu'il a écrits et qu'on a compilé dans ce livre. Ensuite, nous évoquerons la question de la nature de ce qu'on peut appeler le pseudo-conservatisme et le pseudo-progressisme, et ceci nous amènera à dire que Pareto avait parfaitement compris qu'il n'y avait pas de distinction entre ces deux entre le socialisme de droite et le socialisme de gauche. Voilà. Et le troisième temps sera une petite critique que nous ferons à Pareto, mais il est toujours facile de faire des critiques a posteriori. C'est en fait de ne pas avoir poussé à fond son raisonnement économique, qui est parfaitement logique, sur l'équilibre, et qui, en fait, l'a empêché de mettre le doigt sur ce que nous appelons la loi de Bitur-Camembert. Alors, commençons par notre premier temps, qui est l'actualité de ce livre. Les articles qui sont écrits n'ont pas vieilli d'un pouce. François. On pourrait trouver une citation, par exemple. C'est un fait très connu que l'abus du crédit peut être la cause de maux très graves. Et l'état actuel de l'Italie n'est qu'un nouvel exemple à l'appui de cette vérité. Alors, nous sommes, paraît-il, dans une crise financière, c'est-à-dire, en réalité, dans une phase d'appurement des comptes, de constatation du fait qu'une bonne partie de la richesse qu'on croyait avoir, en fait, n'était que le produit d'une politique d'inflation. Et cette politique d'inflation n'a été possible qu'à travers un abus de crédit. Comme à l'époque, l'abus de crédit et les crises financières qui s'en suivent sont toujours l'occasion pour les esclavagistes absurdistes d'incriminer la liberté des autres et de
et de faire n'importe quoi sous prétexte que le capitalisme aurait montré ses faiblesses, et toujours, bien entendu, à cause de la cupidité des capitalistes, comme si la cupidité était le fait d'un système institutionnel et non pas un aspect éventuel de la nature humaine. Alors, puisqu'on évoque cette question du crédit, évoquons une question qui est intimement liée. Dans cet ouvrage, il y a plusieurs articles de Pareto sur l'union monétaire latine, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de l'euro. Et à cette différence près qu'elle était fondée sur des monnaies métalliques. Sur des monnaies métalliques, certes, sur deux monnaies métalliques, à savoir l'or et l'argent. Et c'est pour ça que ça n'a pas pu marcher. Parce que le taux de change fixé par les gouvernements entre l'or et l'argent était tantôt trop élevé, tantôt sous-estimé. Mais il l'est toujours. Le bimétallisme ne peut jamais marcher. Mais nous sommes entièrement d'accord. Et on se demande comment des gens ne pouvaient pas le savoir, parce que la loi de Gresham est bien antérieure à l'union latine. Oui, mais à l'inverse, je dirais que cette union monétaire latine ne reposait pas sur une pensée monétaire cohérente. Est-ce qu'une tentative d'unification monétaire en Europe repose sur une pensée monétaire cohérente? Pas où nous en sommes aujourd'hui. L'euro, c'est l'anti-pensée cohérente. Bien sûr, certains diront que l'euro n'est rien d'autre que l'application des zones optimum de monnaie de Robert Mundell. C'est une vaste plaisanterie. Lui-même s'en est défendu. Pardon ? Jean-Gilles Maliarakis veut peut-être dire un mot sur le sujet. Jean-Gilles Maliarakis boit vos paroles et ne fait qu'écouter, cher ami. Bref, dans ce livre, il y a plusieurs articles sur l'union monétaire latine qui expliquent toutes les difficultés des règles qui ont été convenues entre les pays de cette union, qui à l'époque étaient aux environs de 7. Et de fait, aujourd'hui, l'union monétaire latine est oubliée de l'opinion publique. Je crois qu'elle incluait le franc suisse. Non. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'union monétaire latine n'avait pas comme unité un nom préfabriqué du genre euro, mais avait choisi le franc. Le franc était l'unité de l'union monétaire latine. C'est seulement à la fin de cette union monétaire latine, à son dernier souffle, qui s'est de fait produit en 1914, que les pays se sont séparés et certains ont voulu conserver le nom franc. C'est ainsi qu'est apparu le franc suisse, le franc belge, le franc luxembourgeois, le franc français. Seule l'Italie a conservé le nom de lire et la Grèce, la drachme. À cet égard, il faudrait que les Français sachent que sur les marchés d'échange, depuis cette époque, on ne parlait pas du franc, mais on parlait du franc français. Le franc n'existait plus en tant que tel, le franc français existait, le franc suisse existait, etc., etc. Maintenant, à l'inverse, aujourd'hui... Quand on parle de franc, on sait que c'est le franc suisse. Exactement. Donc c'est... Le franc CFA, c'était justement un franc qui était qualifié d'une certaine façon. Ce n'était pas le franc. Bref, l'union monétaire latine, à la différence de l'euro, n'avait pas une banque centrale. Le principe des banques centrales publiques n'existait pas à l'époque. Il y avait quand même des monopoles monétaires nationaux. Bien sûr, mais il y avait... Et l'union latine, c'est un cartel entre les monopoles monétaires nationaux. Comme l'euro, en fait. Oui, en ce sens que, et Pareto a l'occasion de le signaler plusieurs fois, les coupures de billets étaient nouvelles. De fait, l'Union monétaire latine, c'était une zone de libre-échange en matière monétaire. Vous aviez de la monnaie italienne, c'est-à-dire frappée en Italie, qui circulait en France. De même, la monnaie frappée en France circulait en Italie, circulait en Grèce. Ça, c'est un des avantages secondaires de l'euro. Vous pouvez voir passer des euros qui sont frappés d'un petit aigle allemand. C'est ça.
Mais donc le principe de cette la union, bobine du roi des Belges. le principe de cette union monétaire latine n'avait pas une visée. C'est pour ça que je faisais référence à la théorie monétaire. N'avait pas une visée économique, comme par exemple faire en sorte qu'il y ait une stabilité du niveau général des prix. Non, c'était simplement qu'il y ait un libre-échange en matière monétaire, que les monnaies puissent circuler. Donc, de fait, il y avait ces monopoles publics de frappe des monnaies dans les différents pays de l'Union, mais les détenteurs de monnaie avaient la possibilité de choisir les monnaies qu'ils désiraient. Oui, Jean-Gilles Maliarakis. Alors, je voudrais juste intervenir en tant que lecteur, correcteur et à certains égards disciple. Totalement convaincu de la pertinence du travail de Pareto. Il y a une chose, dans ce que vous dites, il y a une dimension qui est, disons, théorique, et notamment la critique que vous faites dans la description que vous faites du système monétaire, c'est une critique, disons, théorique. Chez Pareto, ce que je trouve admirable, c'est que cette critique théorique est sous-jacente, mais qu'elle se développe dans une autre sphère qui est beaucoup plus accessible aux gens comme moi. C'est-à-dire qu'on comprend tout à fait les critiques que vous faites, mais il ne les formule pas comme ça. Il montre où mène la théorie fausse. Il montre où mène l'intention perverse des hommes de l'État ou l'absurdité destructrice de l'idéologie. Mais il ne fait pas, dans les 430 pages que j'ai corrigées avec amour, je n'ai pas trouvé la critique telle que vous la formulez. Voilà, ne prenez pas ça pour une critique à mon tour de votre théorie. Ce qui est important, c'est que vous donnez un éclairage théorique à quelque chose qui se situe un peu plus au ras des pâquerettes, disons, et un peu plus existentiel. Mais vous avez tout à fait raison de dire ça. Je l'ai dit, dans le propos de Pareto, il n'y a pas de considération théorique. C'est par là que j'ai commencé. Il faut bien se rendre compte que la théorie monétaire a commencé à voir le jour, grosso modo, dans la décennie 1930. Le principe du marché de la monnaie a été introduit de différentes façons par les économistes. Oui, Mises, c'est 1912 quand même. Oui, non, mais je viens de parler du marché. Tout à fait, j'allais y venir. Ouais. Jusqu'à la décennie 1930, le marché de la monnaie n'intervenait pas. Le marché défini par une fonction d'offre, une fonction de demande, un processus d'ajustement de l'offre à la demande et l'équilibre. Non, la monnaie est par exemple dans la théorie, dans l'explication du cycle économique que donne Mises au début de la décennie 1920, la monnaie est envisagée en tant que telle sans référence à un marché de la monnaie. François. Il y a une contrepartie en matière de crédit. Oui. Elle apparaît implicitement, non. Et elle apparaît toujours. Mais vous venez de le dire, François. Elle apparaît au travers d'une contrepartie qui est le crédit. Justement, la théorie monétaire va distinguer ce qui est le marché du crédit du marché de la monnaie. Il faut bien se rendre compte de l'évolution. On a théorisé l'échange depuis bien plus longtemps. Nous sommes entièrement d'accord, mais on a commencé à théoriser le rôle de la monnaie en tant que moyen d'échange. Bien plus, la vérité de la monnaie, qui n'est rien d'autre qu'un moyen de réduire les coûts d'échange, date seulement d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'années. Et cette théorie est complètement ignorée. Je pense en particulier par les grands maîtres des banques centrales. Non, c'est pour ça. D'un point de vue théorique... Il faut lire La vérité sur la monnaie. Livre de Pascal Salin, chez Odile Jacob, de 1990. Donc, fermons la parenthèse sur cet aspect théorique qui est très important.
L'union monétaire latine dont parle Vilfredo Pareto est simplement un désir de faire en sorte que les monnaies dans un espace de pays convenu circulent librement. Cette union monétaire latine qui s'est cassée la figure pour un certain nombre de raisons, passons dessus, n'a de fait que peu de choses à voir avec l'euro. Si j'ai fait un parallèle entre les deux, c'est que selon moi, l'issue de l'euro sera l'issue de l'union monétaire latine. C'est-à-dire que l'euro, c'est-à-dire qu'elle disparaîtra, et je ne suis pas le seul à avoir fait cette prévision, puisque Milton Friedman a eu l'occasion de la faire. Je dirais que ces considérations sur la monnaie traduisent des préoccupations d'économisme. Moi, ce qui me frappe dans Pareto, c'est à quel point il répond aux analphabètes économiques qui, justement, prétendent critiquer la théorie économique au nom de considérations qui sont logiquement complètement non pertinentes. Je voudrais citer un extrait qui aurait pu être écrit, puisque moi-même j'ai écrit un texte sur l'économisme aujourd'hui. Un autre préjugé, encore plus étrange, consiste à se figurer les économistes comme des gens qui prétendent que leur science renferme l'étude de toute la vie humaine. On se procure ainsi un triomphe facile en faisant voir que l'économie politique n'est pas tout, qu'il faut en outre tenir compte de la morale. Mais quel est donc l'économiste qui a jamais affirmé le contraire? Quelle est la personne assez dénuée de bon sens pour oser prétendre qu'il suffit que les hommes observent rigoureusement les lois économiques de l'échange et de la production, et que du reste il importe peu qu'ils soient des voleurs et des assassins? L'économie politique n'est pas la morale, c'est hors de doute. Elle n'est pas non plus la psychologie, ni la biologie, ni la chimie, ni la physique, ni même l'art d'élever des lapins. On reproche à l'économiste de s'occuper exclusivement de la richesse matérielle. Mais de quoi doit-il s'occuper si ce n'est de l'objet de sa science? Iriez-vous reprocher à un musicien de s'occuper de musique, à un grammairien de grammaire? Ça, c'est une réponse, évidemment, au discours de la pseudo-droite, pseudo-conservatrice qui vitupère l'économisme à temps et à contre-temps. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne puisse pas assister à des abus de la science économique, dans la mesure où on nous abreuve de ce qu'on appelle des chiffres, qui sont en fait des nombres, pour en déduire faussement que donc il faut faire telle ou telle politique économique et sociale. Mais la théorie économique qui dit si vous faites telle ou telle politique, elle va complètement échouer et au passage elle aura tout détruit. Ce qui est la vraie théorie économique, cela, eh bien, on n'arrivera pas à le disqualifier parce que c'est vrai. Oui, à cet égard, il faut souligner que Pareto parlera d'économie politique, il ne parlera pas de science économique d'une façon hors réalité. Je peux, à cette occasion, dire que au milieu de la période des articles que renferme ce livre, intitulé Le péril socialiste aux éditions du Trident, eh bien, Vilfredo Pareto a publié son cours d'économie politique en 1896-1897. Et ce cours est tout à fait intéressant car on peut constater qu'il reprend les chiffres qu'il aura eu l'occasion de donner dans certains articles de 1887 jusqu'à 1896, et dans son cours, il approfondit d'une façon logique les conséquences qu'il tire des chiffres qu'il a produits. Bien plus, les chiffres qu'il produit ne sont pas établis au hasard. Les chiffres eux-mêmes résultent de son raisonnement économique. Autrement dit, et comparé à ce qui se passe aujourd'hui, où vous avez l'INSEE qui publie des chiffres et les journalistes vont commenter ces chiffres, la démarche de Pareto est d'abord d'avoir un raisonnement économique logique pour déboucher, le cas échéant, sur une quantification, ce sont les chiffres, et pour continuer le raisonnement logique, étant donné les chiffres
qui auront été... C'est-à-dire ce que n'apprennent pas les économistes à la française. Exactement. Et que l'économie à la française, ça consiste à faire une glose sur les politiques économiques et sociales, sans la moindre intention d'appliquer la théorie des prix, la théorie économique, à ces politiques économiques et sociales. Parce qu'à l'évidence, si on applique la théorie économique à ces politiques économiques et sociales, on déduit de la description de ces politiques la conclusion qu'elles ne peuvent évidemment qu'échouer, puisqu'elles ne tiennent absolument qu'un compte des lois du marché, et de toute façon, les lois du marché les mettraient en échec. Étant entendu qu'en plus, aujourd'hui, il y a tout un domaine de la science économique qu'on appelle la théorie de la politique économique, qui va constituer une boîte à outils, entre guillemets, pour les gouvernants. Et cette boîte à outils, eh bien, a été presque créée dans la décennie 1930, à la suite de la dépression de 1929, et est passée par le New Deal de Roosevelt et la théorie générale de Keynes. Cette boîte à outils méprise les enseignements de la théorie économique. Exactement, c'est un autre domaine. Elle prétend exclusivement dire dire faussement ce qu'il faut faire si on veut aboutir à tel résultat. Mais elle ne nous dit pas quelles vont être les conséquences réelles des actes de violence que ces politiques impliquent. Or, les seuls effets qu'on peut prévoir de ces politiques-là résultent des actes de violence en question. Et des efforts que les gens vont faire, soit pour y échapper, soit pour en profiter. Oui, mais pour une bonne raison, c'est que ces théories de politique économique résonnent en termes de résultats d'action et ne résonnent pas en termes d'action humaine. Ils résonnent surtout en termes d'intention. Ils prêtent aux politiques en question les effets que prétendent en rechercher les hommes de l'État. Mais ils ne décrivent pas les effets réels de ces politiques. Alors justement, ce que je trouve fascinant, sachant effectivement que autour de la publication de ce que Keynes appelle sa théorie générale, incompréhensible, qui défie toute logique. Et qui n'est pas plus générale que théorie d'ailleurs. Bon, enfin, pour revenir à notre ami Pareto, ce qui est fascinant, c'est que d'abord, les gens dont il parle qu'il combat, il les appelle les hommes pratiques, c'est-à-dire ceux qui se désintéressent de l'économie théorique. Ceux qui refusent de penser. Voilà, ceux qui agissent. Par leur nom. Voilà, ceux qui agissent. Il décrit exactement les pragmatiques, les adversaires de l'idéologie. On peut trouver beaucoup de noms au diable. Son nom est Légion, mais il est monotone, n'est-ce pas, disaient autrefois les confesseurs. Le diable est totalement monotone, et les actes de violence que nous connaissons depuis les années 1930 sont déjà décrits à la période qui en fait correspond à la deuxième phase de l'unité italienne, c'est-à-dire la gestion de cette unité. Il y a une période, disons, à la fois romantique, si l'on peut dire. Il y a l'époque où tout de même le Piémont est un État libéral dirigé par Cavour. Et ensuite, l'unité italienne se trouve un projet constructiviste. Et ce projet constructiviste va commettre un certain nombre d'actes de violence qui consistent en définitive à soutenir artificiellement les copains du gouvernement. Enfin, excusez-moi. Comme toujours. Mais non, mais comme après 1930, comme le New Deal de Roosevelt. C'est la définition même de la politique économique et sociale, c'est de voler ceux qui ne sont pas les copains du gouvernement pour donner le butin de ce vol à ceux qui sont les copains du gouvernement. Je ne vois pas d'autre objectif possible, d'ailleurs, à cette chose-là. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Pareto, c'est qu'il anticipe, il décrit ce qui va être d'ailleurs l'échec du New Deal, parce que l'un des problèmes du débat actuel, c'est que la plupart des Français qui ne savent pas ce qui s'est passé à l'époque du New Deal croient que ça a été un succès. On leur a raconté que c'était un succès. Absolument. Que Roosevelt avait sorti les États-Unis de la dépression, alors que suivant les études statistiques, il l'a prolongé de 7 ans ou de 10 ans. C'est ce que alors là aussi, l'intérêt
de Pareto, c'est pas de prédire ce que va faire Roosevelt, c'est de prédire ce que risquent de faire les hommes de l'État s'ils tiennent les promesses qu'on les entend tenir. On aurait pu faire l'économie de l'expérience. Oui, on aurait pu se contenter de lire Pareto, c'est-à-dire que si Monsieur Guénaud profitait de ses sains loisirs pour lire tout simplement le livre qu'on vient de publier, il saurait ce que sa politique risque de produire pour la France. C'est un économiste à la française. Il affirme la primauté du politique, c'est-à-dire je refuse de tenir compte des lois de l'économie. Il n'y a pas de loi de l'économie. L'économie se soumet à la volonté des hommes de l'État. C'est un homme pratique au sens de Pareto dans son livre. Mais c'est un obscurantiste. Et un analphabète, et un incompétent. Je vais illustrer ce que vous dites par une citation de Pareto, justement. À la page 259 de l'ouvrage, il écrit « Ne donnons pas dans le travers des raisonnements géométriques », j'insiste sur cette appellation, lui-même y insiste en disant « ainsi que les appelle Taine », c'est-à-dire des raisonnements qui, partant de principes abstraits, prétendent établir comment les faits doivent se passer au lieu d'étudier comment ils se passent réellement. Les phénomènes sociaux sont extrêmement complexes. Ils résultent de l'action d'un grand nombre de causes. C'est tantôt l'une, tantôt l'autre qui est prépondérante. Pour les services publics, n'y aurait-il pas d'autres causes que celles que nous avons considérées tantôt, dont les effets viendraient contrecarrer ceux de la cause économique. Autrement dit, Pareto fait intervenir des lois économiques qui sont ignorées, et il met en garde contre, c'était ce que vous étiez en train de dire, contre ceux qui nient a priori les lois économiques et qui les remplacent par les hypothèses qui leur plaisent et dont ils pensent pouvoir tirer des conclusions à leur avantage. Le pragmatisme a un alibi automatique et permanent pour les échecs de ces politiques, qui consiste toujours à dire peut-être que des causes étrangères à ce que nous avons fait expliquent l'échec spécifique de telle ou telle politique. Dans une approche pragmatique, on ne peut jamais démontrer définitivement que le principe de l'action qu'on a entreprise était un principe mauvais. La seule manière de prouver qu'il était mauvais, c'est d'abord de constater qu'il était fait d'actes de violence agressive. Ça, c'est la philosophie politique. Et une autre manière de prouver qu'il était mauvais, c'est de démontrer logiquement qu'il ne pouvait pas aboutir au résultat qu'il prétendait rechercher. Donc ça, c'est la théorie économique. Ce que la théorie économique démontre, c'est que les politiques économiques et sociales ne peuvent pas atteindre les résultats qu'elles prétendent rechercher parce que elles agissent dans un contexte où les victimes de ces politiques vont être ceux qui dépendent de l'activité victime de violence, et ceux qui peuvent s'échapper vont s'échapper, et que les receleurs réels de ces politiques, ceux qui vont s'en trouver éventuellement enrichis, sont ceux dont l'activité est la plus spécifique à la subvention reçue. Ce qui n'a rien à voir avec l'intention des hommes de l'État. Exact. C'est ce qu'on appelle en théorie, en économie publique, mais il est assez caractéristique que cela soit relégué à un chapitre d'un domaine spécialisé de la théorie, soit la théorie de l'incidence en ce qui concerne l'impôt et la subvention, soit la protection effective en ce qui concerne le monopole protectionniste. Et de ce point de vue-là, il semble que Pareto ait compris, à la suite de Frédéric Bastiat, l'identité de nature entre l'impôt-subvention et le monopole protectionniste. C'est-à-dire que ce que nous avons, dans notre développement personnel, découvert à un moment ou à un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le fiscalisme et le protectionnisme, contrairement à ce que prétendaient à une certaine époque les dirigeants du Front National, eh bien, il l'avait déjà compris il y a plus d'un siècle. Et d'ailleurs, Frédéric Bastiat l'avait dit il y a un siècle et demi.
Le protectionnisme et le socialisme, c'est la même chose. Le protectionnisme est un aspect du socialisme, et le socialisme est toujours protectionnisme, et le protectionnisme est toujours socialisme. Ce point est très important. Pareto, justement, à différentes occasions, va insister sur les victimes et montrer que finalement tout le monde est victime des décisions qui vont être prises par les politiques. Et à cet égard, à l'occasion, il s'étonne que les économistes ne se soient pas intéressés à cette question. Et dans son cours d'économie politique, il a l'occasion de dire que, d'une certaine façon, les économistes sont comme les entomologistes qui ont tendance à s'intéresser à seulement les beaux papillons et ils laissent de côté les très laids. Eh bien, dans ces articles qui constituent ce livre, Le péril socialiste, sans arrêt, Pareto va prendre des exemples de papillons très laids qui font apparaître la spoliation que supportent les individus du fait des mesures politiques que sont le protectionnisme, le socialisme, l'étatisme d'une façon générale. Non, mais justement, il n'y a pas de différence entre ces trois manifestations d'un même principe. Exact, mais c'est pour ça qu'il parle de papillons très laids et qui n'ont pas intéressé jusqu'à présent les économistes. Mais ce que ça veut dire, c'est que le pseudo-progressisme qui prétend voler les riches au profit des pauvres ne vole pas les riches au profit des pauvres. Il vole les pauvres sans aucun profit pour personne. Exact. C'est-à-dire qu'il fait le contraire de ce qu'il prétendait faire. C'est la destruction. Et de même, le pseudo-conservatisme, les gens en place, les riches qui réclament des subventions, eh bien, il se veut très bien qu'ils ne se trouvent pas du tout enrichis par les monopoles protectionnistes qu'ils ont obtenus, mais que ce soit d'autres qui en profitent temporairement. Exact. Mais alors justement, nous, à l'instant, nous parlons de façon peut-être théorique, alors que tous les chapitres de cet ouvrage prennent des exemples dans des domaines d'activité économique différents. Il y a un instant, on évoquait l'Union monétaire latine. L'intérêt de Pareto pour l'Union monétaire latine, c'était d'abord cette liberté de circulation. Alors certes, il y avait ces monopoles nationaux, mais il y avait quand même un effort vers moins de spoliation en matière monétaire. Mais on pourrait envisager d'autres exemples. Il parle des finances italiennes, il parle de ce qui se passe dans le domaine agricole, qui à l'époque est tout à fait labouré par les réglementations protectionnistes. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas la politique agricole commune, mais il y avait en particulier en France tout un mouvement qui allait donner lieu à ces fameuses lois. Tarif Méline. Exactement. Je crois qu'il faudrait aussi, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas perdre de vue que le tarif Méline n'est pas venu des agriculteurs. Il est venu de la volonté, à un moment donné, de républicaniser les campagnes. C'est la même chose qui a conduit à la création du crédit agricole et au tarif Méline. Cela s'inscrit en même temps dans une... Oui, pardonnez-moi, je vous coupe. On est donc en plein étatisme. Absolument. Cet étatisme est un peu accidentel à cette période de l'histoire parce que tout le monde est convaincu d'une chose qui s'appelle l'économie politique. Tous les décideurs, disons, savent que le libre-échange est un progrès à la fin du XIXe siècle. La raison qu'avait invoqué le tarif Méline, c'est le traité de Francfort, qui, bien entendu, impose à la France de pratiquer le tarif du pays le plus favorisé au profit de l'Allemagne victorieuse de la guerre de 70. C'est-à-dire que les Allemands nous rendaient un service tout en nous rendaient un service involontaire. Mais à l'époque, tout le monde savait très bien
les bienfaits du libre-échange, les bienfaits mutuels. C'est quand même à la portée d'Anne de Cinquième. Puisque ça a été à la portée de Napoléon III, qui est à l'origine du pire comme du meilleur, et dans le meilleur, il y a quand même le traité de commerce franco-britannique. Donc, on est dans une période de l'histoire où il y a cet accident français. Et parallèlement, il y a un accident italien qui va être le fameux tarif douanier italien, voté en 87, qui est fait, en définitive, pour protéger en fait les plus médiocres des producteurs, comme toujours, va me dire François Guillaume. Mais je vois pas pourquoi quelque chose qui se produit comme toujours ne se produirait pas à un instant donné. Précisément, et précisément avec l'appui de la mafia et de la Camorra. Donc ne nous étonnons pas. Et c'est plus encore ce qui va favoriser ensuite l'essor de ces deux associations de bienfaiteurs. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ces deux accros, l'accro français et l'accro italien, vont avoir des effets monstrueux en Europe. Et parce que l'Italie adhère à un système qui s'appelle la Triple Alliance. C'est pour ça que j'aime bien remettre Pareto dans son contexte historique. Je suis preneur d'une thèse plus large que celle de Georges-Henri Soutou, qui a consacré plusieurs centaines de pages et qui est admirable, qui s'appelle L'or et le sang, qui montre que le protectionnisme est la vraie cause de la guerre de 1914, et de montrer à quel point... Il faut lire von Mises quand même sur les liens intrinsèques Bien qui sûr. lient le protectionnisme et le conflit armé. C'est complètement clair, mais je crois qu'il faut bien comprendre les leçons que l'on peut tirer de l'étude de cette période et de la naissance du protectionnisme vu sous l'angle de Pareto, qui justement illustre... Parce que le discours protectionniste désigne comme des ennemis des gens qui ne le sont pas. Mais il invente des ennemis, oui, mais alors que ce ne sont pas des ennemis. Cher ami, nous vivons une période qui ressemble terriblement à cette fin du XIXe siècle et qui, je l'espère, n'aboutira pas au début de ce qu'a été le XXe siècle, ni encore moins à ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. Mais c'est tellement la même chose. Un gouvernement qui échoue, comme disait Samuel Johnson, se réfugie dans un pseudo-patriotisme. Mais c'est ce que montre Pareto. Qui consiste à désigner le sale étranger comme bouc émissaire et par conséquent à éventuellement lui faire la guerre pour détourner l'attention du peuple des échecs de la politique de redistribution. Alors le plus extraordinaire, c'est que Pareto, il y a d'autres dimensions. Il écrit en français, par exemple. Sa mère était française, mais surtout il enseignait à Lausanne, à la fin de sa vie. Bon, donc cet homme est, disons, je ne vais pas dire qu'il est francophile, mais il est quand même francisant. Il montre que ce système mène l'Italie dans les bras des gens qui, quand même, ont été les ennemis de l'unité italienne. Je ne veux pas entrer dans la polémique anti-allemande, mais il montre que même cet aspect-là est négateur de l'objectif politique réel d'un vrai patriotisme italien, mais il se situe essentiellement sur le terrain économique et il montre que la protection va nuire aux exportations italiennes. Évidemment. Non, mais, pour un économiste, c'est évident. Cher ami, justement, ce qui est intéressant, c'est que Pareto fait la jonction entre la praxéologie de von Mises et l'empirisme organisateur. Il n'a pas encore lu. Il ne peut pas encore l'avoir, bien sûr, mais il y a l'intuition de la praxéologie. Il y a une des citations, un extrait assez remarquable en quelques lignes, où il montre qu'il a l'intuition de la praxéologie, qu'il va au-delà de l'empirisme organisateur. Je m'explique. L'empirisme organisateur, c'est de dire, rassemblons des faits pour avoir des idées. Chacun sait que dans la manière de rassembler des faits, il y a déjà une idée préconçue. Donc il n'est pas clair. Il n'est pas clair que l'examen de faits aléatoires qui deviennent des faits arbitraires il va en sortir une théorie. D'ailleurs, Rothbard rend compte d'un échange entre lui et Benedetto Croce qui montre que Benedetto Croce avait beaucoup mieux compris que lui la praxéologie, alors que lui s'en tenait à une approche pseudo-expérimentaliste que von Mises et Rothbard et Hoppe, à sa suite, démontreront fausse.
Voilà. Et alors, c'est en cela que je trouve que là aussi la rigueur intellectuelle de Pareto, par exemple, anticipe sur la construction statistique du XXe siècle. Il ne faut quand même pas oublier qu'à la fin du XIXe siècle, on ne dispose pas de l'outil statistique. Et je veux dire, c'est tant mieux. Voilà, on a la même réaction. Et en le lisant, c'est tant mieux, car lui, très honnêtement, parcourt les chiffres, enfin les nombres, comme vous dites, il les parcourt avec un œil critique, en essayant de prendre toujours ceux qui vont le moins dans le sens de sa théorie. Donc il y a une grande honnêteté intellectuelle chez cet homme-là. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, et à cet égard, on peut dire qu'il a à la fois analysé par le raisonnement économique et quelques chiffres l'effet du protectionnisme sur les échanges, importation et exportation, et d'autre part... Ça, c'est un raisonnement purement comptable qui permet de démontrer qu'empêcher les importations, c'est priver les étrangers des moyens de nous acheter nos exportations. Exactement. Mais il le fait aussi, entre guillemets, d'un point de vue microéconomique, où il se donne le mal d'établir des budgets mensuels ou, disons, annuels d'un Italien moyen, et de faire apparaître toutes les dépenses supplémentaires que lui occasionne le protectionnisme. Il déduit des postes de dépenses de son individu représentatif, on l'appellerait ainsi aujourd'hui, toutes les pertes qu'il supporte du fait de ce protectionnisme. C'est-à-dire que le problème du pouvoir d'achat, il est causé par les hommes de l'État, c'est ça ? Tout simplement. Et en l'espèce, il est donc... Le président du pouvoir d'achat, c'est le président de l'assassinat du pouvoir d'achat. Exactement. Surtout sous l'influence de M. Boineau. C'est pour ça, il faut voir le protectionnisme comme une branche de l'étatisme. Si on met l'accent sur l'aspect politique, on parlera de socialisme. Tout cela conduisant à quoi ? Eh bien, à des pertes supportées par chacun. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait éventuellement pousser le raisonnement à l'équilibre cher à Pareto pour démontrer quelle est l'ampleur de ces pertes et disons, lui faire grief de n'avoir pas réussi à démontrer a priori que les hommes de l'État, la redistribution politique par les hommes de l'État détruit tout ce qu'elle vole. Oui, alors voilà, c'est notre dernière étape, et ce point est tout à fait important. Mais, disons, je l'introduirai par une citation que j'ai dans la mémoire, qui consiste à dire ceux qui se rendent compte de la spoliation et des pertes qu'elle inflige à chacun, en fait, ce ne sont pas les spoliés, mais ce sont les spoliateurs. Et il dit, finalement, si des réformes vont être entreprises par les politiques, c'est parce que, finalement, ils ne réussissent pas à voler autant qu'ils voudraient. Voilà. Ils ne réussissent pas à enrichir les droitsellers qu'ils avaient choisis. Et en fait, ils échouent. Exactement. Alors, ils vont essayer de modifier la réglementation, d'où le mot de réforme. On va essayer de réorganiser. Oui, mais à ce moment-là, intervient la loi des calamités de Michel de Bonsen. C'est-à-dire qu'on ne va pas constater l'échec de la redistribution politique dans son principe. On va redistribuer encore davantage, puisque ce qu'on avait déjà redistribué n'a pas atteint son objectif. Exactement, mais alors ça, c'est... Et on va toujours vitupérer la liberté des autres. On va pratiquer le mensonge et l'inversion marxiste, qui sont tellement utiles pour tout le monde, que tout le monde les pratique, même en condamnant verbalement Marx, et qui consiste à faire semblant de croire que la cupidité humaine serait due à
un système institutionnel, à ce que les marxistes appellent les rapports de production, et pas à la nature humaine elle-même. Je voudrais citer un texte de Pareto qui montre bien que lui a compris que c'est pas parce qu'on est dans un système capitaliste qu'il y a de la cupidité, et que dans un système socialiste, la seule différence, c'est que la cupidité s'exercerait par des moyens d'agression violente. Nous avons dû rappeler ce fait, parce qu'il fait voir que ce ne sont pas seulement les capitalistes qui se font corrompre par le gouvernement. Ce qui donne à penser qu'il y aurait peut-être beaucoup à rabattre sur les promesses qu'on vous fait d'une ère d'honnêteté qui suivrait l'établissement du socialisme. Hélas, les hommes ne changent guère. Nous craignons fort que la corruption ne soit simplement en raison directe de l'extension des attributions de l'État. Oui, alors là, nous sommes en fait dans la philosophie de cet ouvrage, et nous sommes même dans l'intitulé de l'ouvrage, le péril socialiste. Il ne faut pas envisager ce péril d'une façon statique, mais il faut l'envisager d'une façon dynamique. Les 4 premiers chapitres les 6 premiers chapitres de cet ouvrage visent à montrer la progression du socialisme dans cette période 1887-1901. Et à l'époque, il distingue le socialisme de droite et le socialisme de gauche, ou il les met dans le même sac? Il fait même, à l'occasion d'un chapitre dont on a eu l'occasion de parler sur Lumière 101 il y a quelques émissions, quand on avait fait l'émission sur la solidarité sociale, il fait une typologie de ce qu'il appelle les sectes socialistes. Et dans cette typologie, eh bien, on peut retrouver un petit peu tous les... On peut rajouter que nous devons à Vilfredo Pareto d'avoir composé un énorme volume qui s'appelle Les systèmes socialistes, qui est exclusivement consacré à la description de ces sectes, oui, et des utopies successives et récurrentes de ce qu'on appelle le socialisme. Mais précisément, en effet, je crois important de dire que dans ce livre intervient de façon complètement éclatante le problème du libre-échange, comme tout à fait central. Dès lors qu'on sort du libre-échange, on entre dans la violence étatique socialiste. Et effectivement, à ce moment-là, le péril socialiste ne vient pas forcément du Parti socialiste en France, aujourd'hui publié le jour même du crépage de chignon historique qui a réjoui tant de Français et désolé tant de socialistes. De parler du péril socialiste peut paraître dérisoire, mais pas du tout. Si on est dans la logique du livre, on n'a pas édité, Georges, vous n'avez pas préfacé ce livre, en vous préfigurant que vous assisteriez au spectacle du Congrès de Reims. C'était inimaginable. C'était absolument inimaginable. C'est pour ça que c'était réaliste. Mais ce que décrit ce livre, c'est que le vrai danger vient du socialisme d'État. Et alors là, on est vraiment dans l'actualité, parce que c'est les hommes de l'État en France font du socialisme comme M. Jourdain faisait de la prose. Exact. C'est-à-dire je crois. Même pas compte qu'ils le font. Mais voilà. Alors je crois j'aimerais que des économistes développent l'idée suivante. Dès lors qu'on est dans l'intervention de l'État, dès lors qu'on nie la théorie économique, car en fait ça se résume à ça, l'intervention de l'État. Oui, mais la pseudo-démocratie socialiste, comme pour les droits de l'homme, a trouvé qu'il était plus expédient de fabriquer une fausse théorie économique à la place de la vraie. Oui, comme elle a inventé des faux droits de l'homme pour détruire les vrais. Exactement, c'est ce qu'on appelle le néo-keynésianisme, voilà. Qui d'ailleurs est aussi... il est néo. Il faut bien voir le verre est dans le fruit. Hein. Oui, le verre est dans le fruit. Le ventre est fécond, oui. Sorti l'interventionnisme immonde. Parmi les sectes socialistes, il y en avait une que Pareto n'avait pas anticipée, c'était la secte pseudo-écologique. Voilà. Puisqu'il y a un complot... les hygiénistes. Écoutez, ça y ressemble énormément. On avait soulevé ce problème à l'occasion de cette émission. Non, mais c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr que c'est pas tout à fait la même chose. N'est-ce pas? L'histoire est la science des faits, dit Valéry, qui ne se répète pas, mais qui se ressemblent quand même.
N'est-ce pas? C'est la question de savoir si l'éternel retour, das Gleich, c'est toujours le même, l'identique, le semblable. Bon, en italien, on dit lo stesso, c'est toujours la même chose quand même. La différence entre les hygiénistes, les préoccupations des hygiénistes et les préoccupations actuelles de l'écologisme, excusez-moi, mais là, j'ai du mal à suivre. Arriver avec un discours écologiste, hygiéniste, des hygiénistes de l'époque de Pareto à un congrès des Verts, je crois que vous aurez plus de succès qu'avec le discours qu'on est en train de tenir. Ah ben Jean-Gilles, là je vais renforcer ma position, non, parce que c'est très important. D'une certaine façon, l'hygiénisme actuel se traduit par l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. L'hygiénisme actuel, c'est l'obligation d'avoir une ceinture de sécurité quand on est en... Je préfère l'obligation de fumer parce que celle-ci repose, comme le réchauffisme, sur un pur mensonge à propos des faits. L'obligation de fumer. L'interdiction de fumer. À l'interdiction, oui. Parce que il serait tout ce qu'on nous raconte sur le tabagisme passif est mensonger. Exactement comme ce qu'on nous raconte sur le prétendu réchauffement de l'atmosphère est mensonger. Oui, mais on est d'accord que factuellement faux. Oui, mais François, vous avez l'air de dire que les socialistes diront de temps à autre des vérités. Dans la plupart des cas, ils falsifient l'interprétation. Bah oui, c'est le fond. C'est le fond de leur démarche. Le fond de leur démarche consiste à falsifier l'interprétation des faits, à détruire le sens des mots. C'est quand même la machine de guerre principale. Exactement. C'est l'hebdomadaire Marianne qui passe son temps à fabriquer des anticoncepts. À parler, par exemple, à propos du cri du contribuable, de racisme antifonctionnaire. Alors que s'il y a des gens qui prétendent bien être des Übermenschen légaux, ce sont les fonctionnaires. C'est d'ailleurs la seule association qui se permette, la seule structure qui se permette d'exclure les étrangers. C'est quand même la fonction publique, donc française. Oui, et puis de se réserver le droit de financer une retraite par capitalisation. Ou alors profit. Oui, alors que la secte environnementale, c'est davantage la sacralisation de la nature. C'est une forme d'animisme. C'est la négation de la capacité créatrice de l'esprit. Parce que fondamentalement, la conception économique des soi-disant écologies, c'est que les richesses sont naturelles. Et par conséquent, on les gaspillerait si on fait usage de ressources prétendument non renouvelables. Économiquement, il n'y a pas de ressources qui ne soient pas renouvelables. Mais physiquement, il y a des ressources qui ne sont pas renouvelables. Alors, on va faire comme si ce qui est physiquement non renouvelable ne l'était pas économiquement. Ce qui est le mensonge métaphysique central de toute cette démarche. Exact. Étant entendu que les ressources ne sont pas données, elles sont découvertes. Voilà, elles sont découvertes par et économiquement, elles sont toutes créées par l'esprit humain. Je pense qu'on est arrivé à la même conclusion. Je pense, je dirais, après avoir lu des passages de Pareto, après avoir lu Rothbard sur Pareto, on pourrait conclure sur la falsification de Pareto par ses successeurs ou ceux qui se prétendent ses successeurs. On avait dit au début de cette émission que les économistes mathématiciens invoquaient soi-disant l'optimum de Pareto pour rationaliser l'intervention de l'État. Rothbard, en 1956, fait remarquer, comme l'enfant qui dit que l'empereur n'a pas de vêtements, qu'il est tout nu, que le roi est nu. Non, il y a des versions qui parlent de l'empereur de Chine, donc on peut envisager l'empereur. Il dit toute intervention de l'État est contraire aux critères de Pareto. Oui. Donc il a fallu un détour de production, comme disent les marxistes. Il a fallu un détour de production par l'économie mathématique qui nous fait croire que la concurrence pure et parfaite étant optimale, eh bien il y aurait
d'optimum que dans les conditions de la concurrence pure et parfaite, pour nous faire croire qu'on pourrait invoquer Pareto à l'appui de l'intervention de l'État. Alors, c'est un point que je développe un petit peu dans la préface, et on pourrait le développer en long et en large. Je vais donner dans un instant la parole à Pareto lui-même. C'est comme ça que je termine la préface du livre. Ce qui se passe, c'est que le cours d'économie politique publié en 1896-97 de Pareto a été mal reçu par la critique, et en particulier par Irving Fisher. Irving Fisher était un économiste important de l'époque. Celui qui disait que tout allait bien en 1928 sur les marchés financiers. Là, nous sommes 32 ans plus tôt, et vraisemblablement, c'est le même homme. Je ne suis pas arrivé à mettre le doigt sur son texte critique, je le regrette, mais je ne désespère pas de mettre le doigt dessus. Eh bien, suite à ces critiques, Pareto reste optimiste, et il écrit une lettre à son ami Maffeo Pantaleoni. J'en tire une phrase. C'est Pareto qui parle. « Il n'a rien compris. Il aurait été mieux de ne pas publier mon livre, puisque ceux qui pourraient le comprendre le comprennent à l'envers. » Eh bien, je pense que cette phrase, dans une lettre à Maffeo Pantaleoni de Pareto, résume ce qu'il en est de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'optimum de Pareto. Cette théorie de l'optimum de Pareto a pour point de départ, grosso modo, les économistes américains de la décennie 1930. Si vous regardez sur Internet, aujourd'hui, on parle de Pareto Revival. Eh bien, ce Pareto Revival qui a été appuyé par la suite sur une approche mathématique de la théorie de l'équilibre économique général, développée en particulier par un économiste français, Debreu, et un économiste américain, Arrow, ne fait que, selon moi, donner raison à cette phrase de Pareto. Ils ont compris à l'envers ce que Pareto a écrit. Mais en revanche, Rothbard a parfaitement compris ce que Pareto voulait dire. Le seul véritable représentant de l'optimum de Pareto aujourd'hui, c'est Rothbard. Et Rothbard, dans un texte qui s'appelle « Vers une reconstruction de la théorie de l'utilité et du bien-être », publié en 1956, et qui a été publié en français en 1980. Dans Économiste et Charlatan, aux éditions des Belles Lettres. Mais c'est sur Internet. Exactement. En d'autres termes, cet ouvrage de Pareto, intitulé Le péril socialiste aux éditions du Trident, est tout à fait essentiel pour comprendre ce qu'est le raisonnement économique, ce qu'est la possibilité de comprendre des phénomènes économiques et comment se mettre à l'abri de toutes les idées reçues concernant aujourd'hui la théorie de l'optimum de Pareto. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura intéressé. J'avais oublié d'annoncer la présence de l'éditeur de ce livre qui était parmi nous, à savoir Jean-Gilles Maliarakis. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous poser des questions et surtout, je ne saurais trop vous conseiller d'acheter ce livre qui est tout à fait essentiel pour comprendre la période actuelle, bien que nous soyons séparés d'un peu plus d'un siècle. Chers auditeurs, bonne lecture et à la prochaine fois. Bonne lecture et à la prochaine fois. Bonne lecture et à la prochaine fois. Bonne lecture et à la prochaine fois.
Bonne lecture et à la prochaine fois. Bonne lecture et à la prochaine fois. Bonne lecture et